Bien, allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau rendez-vous recherche de la commission recherche du FIR. Pour cette fois, on a décidé de quitter la France pour vous faire voyager un peu et puis partir au Canada. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Diane-Laure Argeliès, que nous, au FIR, on connaît bien et que peut-être que vous connaissez déjà aussi. Diane-Laure est notamment une ancienne lauréate du prix Fair-Péri. Elle a également été présidente du jury du prix. Et puis désormais, elle enseigne à la Ivy Business School au Canada, à London, si je ne me trompe pas. Et puis elle va nous présenter aujourd'hui les travaux du laboratoire qu'elle dirige, du laboratoire en finance durable notamment, dans l'école. Et donc, comme vous l'avez vu dans la présentation, on va traiter de différents sujets, notamment biodiversité, agriculture régénérative et puis inclusion des communautés. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Diane-Laure. Bon, bah, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Je sais qu'il est tard chez vous, enfin, il est 4h30, c'est l'heure du goûter. Ici, il est 10h30 du matin. Je suis située, juste pour que les gens voient un peu, j'étais dans le sud de l'Ontario, donc dans la région des Grands Lacs, entre Toronto et Détroit. Et aujourd'hui, il fait beau. J'ai préparé une présentation qui est un petit peu longue. Donc, en fait, je vais faire des pauses. N'hésitez pas à mettre votre vidéo, à poser des questions dans le chat, voilà, pour que ça soit un petit peu plus vivant, pour pas que ce soit juste moi qui parle. Mais je vais quand même faire un petit programme parce que quand j'ai discuté avec Mine, il me disait, en gros, il me disait, tout est intéressant, présente tout. Alors, j'étais là, bon, ok, je vais faire un petit pop lock et on va voir comment ça se passe. Euh, la présentation en ligne, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien tout? Je vais partir du principe que oui. Le laboratoire que je gère, que je dirige, c'est le Sustainable Finance Lab. En fait, on est spécialisé dans les produits pour la nature. Tout ce qui est par rapport à la biodiversité, l'agriculture, mais également tout ce qui est réconciliation économique avec les communautés autochtones, qui est un sujet vraiment très prégnant au Canada. Donc, je vais vous en parler un petit peu. En fait, ce que j'ai fait comme présentation, c'est trois gros thèmes. Le premier, enfin, un petit thème, c'est juste pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, la façon dont on travaille. Ça peut être aussi intéressant, je me suis dit, par rapport au laboratoire français. Ensuite, un petit peu faire un portrait de la finance durable aujourd'hui au Canada, où on en est, quels sont les principaux sujets. Et après, j'ai fait un petit focus sur deux projets qu'on a en cours, qui est une obligation à impact qui s'appelle Dishkan-Zibi, mais en fait qui s'appelle Caroline in Canada, qui est une obligation à impact qui est la première, qui est co-créée avec des communautés autochtones et qui protège la biodiversité, mais aussi qui est pour retravailler sur la relation à la terre et à la réconciliation économique. Et le deuxième projet, c'est un projet sur l'agriculture régénérative. Truc aussi. Donc, en fait, c'était un projet aussi d'obligation qui, avec une grosse banque canadienne. Pour le but, c'était d'avoir, enfin, on travaillait sur à la fois soit ce qu'on appelle une obligation Sustainability Linked Bond, une obligation impact, une obligation verte. C'était encore assez ouvert. C'est arrivé jusqu'au structuring desk d'une grosse banque. Mais malheureusement, ça a arrêté à ce moment-là. Je pars du principe qu'on apprend aussi quand ça marche pas. Donc, j'ai décidé de partager ce projet-là aussi pour vous faire part des problèmes qu'on a eu, en fait, qu'on a rencontrés quand on a essayé de créer cette obligation avec cette banque et aussi un marché boursier nord-américain. Voilà, pour l'instant, ils appellent ça on ice, donc c'est pas complètement abandonné, mais bon, ça a pas, en tout cas, la première itération n'a pas marché. Si vous avez une question, quoi qu'il arrive, je peux lever la main ou je vois le chat là et je répondrai. En fait, nous, là, vous voyez, c'est l'école. Ivy, vous ne devez pas connaître, mais c'est un petit peu comme HEC Paris de France. C'est un petit peu, Ivy, c'est un petit peu le HEC de Canada.
C'est une école assez entrepreneuriale, très nord-américaine dans l'esprit, où c'est vraiment pour travailler sur des projets de recherche et développement qui peuvent se faire, voilà, se rendre à l'échelle assez rapidement. C'est une école qui est basée sur les études de cas. Donc, en fait, ça a été fondé par Harvard au Canada. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir que des enseignements appliqués. Donc, il n'y a pas de lecture. On travaille que sur des cas. Par rapport à ça, en fait, on a une grosse priorité qui est sur la durabilité. Donc, on est à peu près, on va dire, 30 bons chercheurs à travailler uniquement sur des problématiques de développement durable. Et on a un centre de recherche qui s'appelle Center for Building Sustainable Value et qui en fait le but, comme vous voyez, de la mission, c'est de créer des systèmes de changement du point de vue systémique pour un futur plus inclusif et plus juste, on va dire, au niveau écologique également. Et en fait, on a 4 laboratoires qui sont en fait ce qu'on appelle des laboratoires vivants. Donc, la façon dont on travaille, c'est qu'on va avoir des partenaires industriels ou communautaires et on va travailler sur des projets et on va apprendre de ces projets-là. Donc, généralement, on ne retient pas le droit de propriété s'il y a des choses qui sont créées, ça appartient aux partenaires industriels. Ou par exemple, quand on travaille avec les communautés, c'est open access, donc ça, c'est important. Et donc, on a 4 laboratoires qui est le laboratoire de Net Zero, circularité, innovation, qui est innovation par système, et donc mon laboratoire qui est la finance durable. Et on fait pas mal de choses à côté. Donc voilà, c'est un peu la big picture de ce qu'on fait. Dans le laboratoire actuel, au niveau Sustainable Finance, juste pour que vous ayez une petite idée, j'ai à peu près 10 personnes qui travaillent dans mon laboratoire en ce moment. Ça va des licences, du niveau de licence au niveau à d'autres facultés, à des postdoctorants. Donc c'est un petit peu mixte. Donc, s'il n'y a aucune question, je vais continuer. Alors, je vais faire un petit portrait de la finance durable au Canada et qu'est-ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Je dois dire que la plupart des photos ont été générées par AI. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment réel, mais c'est PowerPoint qui m'a donné le AI là-dessus. C'est la nouvelle phase aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau canadien? Donc, en fait, le Canada, il faut savoir que c'est un pays, comme vous savez, qui est vraiment basé sur les ressources, notamment les ressources pétrolières, en Alberta, tout ce qui est sable bitumineux, mais également tout ce qui est minéraux critiques, pour tout ce qui est la transition, notamment pour les batteries électriques. Et donc, c'est un pays qui était un petit peu à la traîne pour ce qui concerne le développement durable, dans le sens où au- ici, sortir du pétrole, c'est pas un sujet qui est, on va dire, admis de manière simple. Voilà, ça reste un sujet politique et ça reste un sujet difficile en termes de conversation. Donc, ils se sont quand même, le Canada s'est quand même engagé. Sur l'accord de Paris, s'est engagé pour avoir un niveau d'émission net zéro par 2050, sur la perte de biodiversité en 2030, voilà, arrêter, et également avancer ce qu'on appelle ici la paix, la vérité et la réconciliation autochtone, ce qui est très typique du Canada et d'autres pays comme on va dire la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui est un sujet très très important ici. Par rapport aux communautés qui sont dans le pays et qui ont beaucoup souffert, on va dire, de la colonisation et qui en plus, en fait, leur terre est souvent sur des zones d'extraction, à la fois de minerais critiques ou de pétrole, ou l'accès pour l'Arctique, par exemple, avec les Inuits. Donc, à la fois, c'est un sujet politique, un sujet éthique, mais c'est aussi un sujet économique assez important. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les dernières sources. Je travaille avec Mélanie Issat là-dessus, qui est dans le lab. On vous a mis les dernières sources pour que vous voyez vraiment où se situe le gouvernement canadien et les sujets par rapport à cela. Il faut savoir, le Canada avait accueilli Montréal au niveau de la biodiversité la dernière fois, la COP.
Donc ça, c'est le gouvernement canadien qui va dire, donc qui va expliquer en fait que le gouvernement a compris que pour avoir une transition pour une économie bas carbone et une émission net zéro, il va falloir avoir de l'argent au-delà du secteur public. Voilà. Et donc, ils sont en train de chercher, et c'est assez récent, de l'argent privé, de l'expertise pour, comme ils appellent ça, une économie résiliente au climat. Donc, c'est 2022, donc c'est pas si longtemps. Euh, je vois Jean-Philippe qui démarre. Et on voit le panel d'experts sur la finance durable en 2019 qui sont mis en place et qui expliquent vraiment que c'est une économie riche en ressources et diversifiée et forte. Mais c'est assez récent qui commence à appeler le secteur privé, notamment les financiers, pour se mettre sur ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs sujets importants au niveau de l'investissement et encore une fois dans l'investissement au niveau de la ressource. La première chose, c'est que le Canada est en train de, toujours au niveau extractif, en train de passer un peu du pétrole, notamment encore en Alberta, sur les minéraux critiques. Et donc, les minéraux critiques, par exemple, ici, on est en Ontario, ça va être dans le nord de l'Ontario. Ça va être un peu partout dans le pays. Et en fait, il y a une grande richesse, que ce soit en nickel, en cuivre, en fer, en lithium. Et donc, le but, c'est de fournir les batteries électriques. La chose aussi qu'a le Canada, c'est que le Canada a pas mal d'eau. Je sais qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'eau, mais c'est quelque chose que les États-Unis ont plus de difficultés à avoir, de l'accès à de l'eau facilement. Et donc, par exemple, on a beaucoup d'usines de batteries qui se sont installées, par exemple, dans le sud-ouest de l'Ontario, là où on est, parce que c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Et donc, beaucoup d'accès à l'eau. Donc, ça, les minéraux critiques sont pas loin, et l'accès à l'eau, exactement. Pourquoi c'est hyper important et c'est lié aussi à la réconciliation économique. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de discussions au niveau des cours fédérales, donc au niveau de la justice, le Cour suprême notamment, qui de plus en plus donne le droit aux communautés autochtones le droit de décider de ce qui va se passer au niveau de l'exploitation minière sur leur terre. Et en fait, le concept de terre est en train de pas mal s'étendre par rapport au terrain traditionnel. Donc, ça explique aussi pourquoi la réconciliation économique est assez importante pour les minerais critiques. Le deuxième enjeu hyper important au Canada en ce moment, c'est la notion de biodiversité. Alors en fait, c'est à la fois une opportunité et à la fois une grosse contrainte. Donc en fait, ouais, c'est le Canada, c'est très grand. Et en fait, c'est le pays où il a le plus grand au niveau biodiversité. C'est le deuxième au niveau de réserve biodiversité. Comme je disais, il y a 20% de l'eau douce, une grosse côte, les forêts, beaucoup d'écosystèmes. Et en fait, à la fois, c'est une opportunité parce que ils savent que c'est de plus en plus le monde se tourne vers la biodiversité. Et à la fois, c'est une grosse contrainte parce que ça se voit comme empêchant le développement, notamment de la transition écologique par rapport aux minerais critiques, etc. Et donc, c'est un petit peu un point de tension au niveau canadien. Le deuxième point de tension qu'il y a par rapport à ça, c'est comme vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de feux de forêt. Donc, c'est déjà la période des feux, là, c'est déjà démarré. Et donc, il y a énormément de pertes également au niveau des forêts, il y a énormément de dommages et ça coûte énormément d'argent au niveau de l'assurance, des réassurances, au niveau de l'occupation du territoire. Et donc, ça, c'est un enjeu vraiment problématique. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent facilement. Donc, même bon, il y a la pêcherie, donc, mais bon, les saumons, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est si facile à transformer en une opportunité économique. Donc, ça reste quelque chose sur lequel le gouvernement travaille. Juste pour vous donner un exemple, ils ont maintenant un pilote sur tout ce qui est
alors, ils appellent pas ça un crédit de biodiversité, mais honnêtement, c'est comme un crédit de biodiversité. Je crois qu'ils appellent ça Land Tenure Option, mais c'est comme un crédit de biodiversité. Ils essaient d'avoir une espèce de marché boursier pour ça, pour essayer de créer des incitations pour les entreprises et les investisseurs pour travailler là-dessus. Voilà. Euh, le troisième enjeu, je parlerai sur l'agriculture après. L'agriculture aussi, le Canada, c'est un très grand exportateur et c'est lié à la biodiversité, c'est lié aussi à l'occupation du territoire, l'utilisation des ressources du territoire au niveau des ressources. Mais le troisième enjeu aussi que vous avez compris, c'est la notion de réconciliation économique. En fait, en 2015, il y a eu enfin, c'est l'aboutissement, on va dire, d'un grand travail au niveau du pays qui s'appelle la Commission de paix et de réconciliation. Et donc, il y a eu 94, ce qu'ils appellent Calls to Action. Et le but, c'est notamment le numéro 92, c'est de faire en sorte que le secteur corporate au Canada s'engage cette réconciliation économique. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une institution qui s'appelle FNMPC, qui s'appelle First Nation Major Coalition Project. C'est une très, très gros lobby, c'est un très gros lobby, notamment des communautés autochtones qui possèdent l'accès à des ressources et qui sont en négociation constante avec le gouvernement, mais aussi avec les partenaires économiques et les investisseurs. Et il vient d'obtenir des prêts privilégiés. Ils discutent énormément également sur avoir des accès equity sur les investissements, les projets d'extraction, etc. Et donc, ça se structure pas mal et ça devient un peu un passage obligé, y compris pour les investisseurs. On estime également que, étant donné actuellement ce qu'on appelle des settlements, qui sont en fait des accords en cours de justice, qui beaucoup de centaines de millions de dollars qui sont reversés aux communautés. Donc, on estime que c'est aussi une des plus grandes classes d'actifs. C'est une des classes d'actifs importantes également aussi, les communautés autochtones. Juste pour vous donner quelques dates un peu. Donc, en 2018, c'est là où ils ont mis en place le panel d'experts sur la finance durable au Canada. Donc, en fait, on connaît assez bien ce panel parce que celui qui dirigeait, c'est un ancien de notre école. Donc c'est pour ça qu'on était assez proche d'eux. Mais c'est assez récent en 2018, c'est pas très, très large. Et en 2019, ils ont eu 15 recommandations. Et je vais en parler un petit peu. En 2021, le gouvernement a mis ce qu'on appelle le Conseil d'action pour la finance durable dans les pratiques d'industrie. Il faut savoir que le Québec est très différent du reste du pays. Le Québec a vraiment sa propre approche, beaucoup plus proche, on va dire, économie sociale, beaucoup plus proche de l'Europe. Euh, Après, il y a Toronto, il y a Vancouver, mais le Canada anglophone est, on va dire, plus en retard que le Canada francophone là-dessus. En 2022, en fait, il y a eu la taxonomie. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en grosse conversation actuellement, parce que vous voyez encore 2023 et 2024. Donc, c'est la notion de taxonomie. Je sais que vous êtes familier avec cette notion-là en Europe, mais ça vient un petit peu, un peu tard au Canada. Et je veux juste vous montrer, pour vous montrer à quel point ça va un petit peu tard. Ça, c'est une carte de 2023. Et vous voyez que bon, les États-Unis sont encore plus en retard, mais je veux dire, le Canada, c'est sous discussion, c'est quand même assez loin. Je veux dire, le reste est quand même plus avancé. Euh, donc, ça prend un peu de temps pour bouger. Et un des enjeux importants de la transition et de la taxonomie, c'est qu'en fait, les Canadiens, les investisseurs canadiens et les entreprises canadiennes se sont un petit peu inquiétés de la taxonomie et du mouvement européen, notamment qui voulait désinvestir du pétrole. Et pour eux, ça apparaît pas quelque chose qui est tout à fait durable parce qu'ils ont besoin de payer pour la transition. Et donc, ils ont mis en place dans la taxonomie cette notion de transition, d'activité de transition qui veulent rendre alors ils disent pas que c'est une activité verte, mais ils veulent rendre éligibles des entreprises en matière pétrolière, par exemple, pour les aider à la transition. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui est typique du Canada.
Et en fait, ils essaient de convaincre là-dessus par rapport à l'idée de bouger là-dessus. Je vais m'arrêter là pour savoir s'il y a des questions. C'était un peu une petite voilà, description avant que j'aille sur le sujet. Ouais, Laurent. Bonjour, merci. Une question, est-ce que les communautés autochtones sont tout aussi insensibles que les que les investisseurs, disons, traditionnels aux questions d'environnement ou pas? Alors, en fait, sur les communautés autochtones, il y a vraiment un... C'est difficile de dire que tout le monde s'accorde. Donc, il va y avoir, comme je parlais déjà de FNMPC, the First Nation Major Coalition Project, eux, c'est un lobby très fort des Premières Nations qui va être très enclin à développer des exploitations minières, des exploitations pétrolières pour récupérer de l'argent, pour soutenir leur résilience économique. Et donc, il y a quand même toute une proportion des nations qui veulent ce type de développement. Voilà. Après, il y a quand même une proportion des nations qui ne veut pas. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent protéger leur biodiversité, ils veulent pas d'exploitation minière, ils veulent pas de pipeline, ils vont s'opposer de manière assez drastique à ce genre de développement. Et après, il y a un peu in between, c'est-à-dire que il y en a qui vont dire bon, d'accord, mais comment on peut faire ça en sorte qu'on va récupérer, par exemple, peut-être des crédits de biodiversité qui vont faire qu'on va pouvoir développer d'autres choses ailleurs. Euh, Comment on va pouvoir faire en sorte qu'on va développer de manière aussi un des grands enjeux sur l'exploitation. Je parle des extractions de manière générale, hein, que ce soit minière, pétrolière, etc. Ou même forestière, hein, ou même les pêcheries. Un des grands enjeux, c'est notamment les atteintes aux jeunes filles et aux femmes autochtones. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'exploitations où des hommes sont envoyés et en fait, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a beaucoup de femmes qui disparaissent, beaucoup de femmes autochtones qui ont disparu. Il y a il y a un comité là-dessus au niveau gouvernemental. Et donc, c'est aussi le respect par rapport à ces relations-là qui joue un rôle hyper important, presque autant que le respect de la biodiversité, c'est le respect des femmes et des jeunes filles. Donc, le, le mode par défaut, actuellement, c'est plutôt un mode de méfiance, mais aussi un intérêt à participer à cette transition et à voir comment ils peuvent influencer. Est-ce que les valeurs autochtones, donc par exemple des approches qui vont être des approches plus spirituelles, des approches plus, on va dire, par exemple, ils ont un concept qui s'appelle les 7 générations. Donc on ne prend pas de décision. On pense, quand on prend une décision, on pense aux 7 générations d'après et aux 7 générations d'avant. Qu'est-ce qu'ils auraient dit ces générations d'avant? Et est-ce que ça va bénéficier les 7 générations d'après? Euh, Actuellement, c'est assez peu pris en compte, mis à part quelques exceptions, notamment pour des managements, des co-managements de ressources naturelles, encore une fois, comme des forêts ou comme les côtes, par exemple en Colombie-Britannique ou en Labrador, avec tout ce qui est exploitation du poisson. Donc, quand il y a des ressources naturelles qui peuvent se régénérer, là, il va commencer de plus en plus à avoir des co-managements avec les deux types d'approches. Mais quand il s'agit d'exploitation minière ou d'exploitation pétrolière, c'est pas tout à fait le cas. Au Québec, il y a eu cette gros enjeu au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Évidemment, ils ont beaucoup d'eau au Québec, donc c'était hydroélectrique. Encore une fois, c'est beaucoup de tensions, notamment entre le gouvernement québécois et les communautés dans la province. Voilà. Sur les entreprises autochtones en tant que telles, en fait, la plupart on estime à peu près que c'est pour être 10% du PIB, euh, potentiellement il y a un appel pour ça. Il faut savoir que ça reste quand même beaucoup d'extraction. Il y a peu, par exemple, bon, il y a peu de casinos comme on voit aux États-Unis, mais aussi peu d'entreprises de services ou d'IT ou des choses comme ça. Ça reste quand même très, très lié à l'extraction.
Ça répond à la question, Laurent? D'autres questions, commentaires? Ouais, je vois une question dans le chat Ouais. de la part de Delphine Bartre Ah oui, je vois pas de chat. d'Iceberg. Vas-y. À quelle date la taxonomie canadienne a des chances d'entrer en application? Quelles sont les grandes différences avec la taxonomie européenne? Plusieurs taxonomies peuvent-elles coexister, en particulier pour les entreprises canadiennes présentes en Europe et vice-versa? Ouais. Alors ça, c'est une vraie question. Merci, je suis désolée, ouais, je vois pas de chat. Donc, merci, Mine. Alors, il parlait de 2024. Peut-être, peut-être pas. Je pense que c'est plus raisonnable de penser à 2025, voilà, d'avoir quelque chose vraiment en place. Euh, la grande différence, quand même, c'est la notion, comme je disais, là, de transition, d'activité de transition. Ça, c'est quand même très important. C'est quelque chose qui très typique du Canada qu'on va pas forcément trouver ailleurs et qu'ils essayent de vendre au maximum. En fait, ils essayent de convaincre notamment ils espèrent convaincre les investisseurs européens d'investir dans ces activités de transition. Voilà, même si c'est pas éligible, ce serait pas éligible dans des activités vertes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez typique. L'autre enjeu qui est important au niveau du Canada, c'est qu'il faut savoir qu'actuellement, les États-Unis sont pas du tout, à dire, euh, ne soutiennent pas vraiment l'investissement durable. Et il y a eu quand même le premier veto du président Biden, c'était quand même pour s'opposer à l'interdiction de critères ESG dans la gestion des fonds de pension et bon, des investissements institutionnels des États américains. Donc en fait, le Canada est vraiment entre les États-Unis et l'Europe. Et les États-Unis actuellement, c'est vraiment un mouvement très anti-ESG. Il faut savoir qu'il y a énormément d'investisseurs canadiens, enfin même par exemple, je vois dans mon fonds de pension, même ici, là où on habite, on peut payer en dollars américains, on peut payer en dollars canadiens. Donc même, voilà, on peut aller au McDo, acheter une glace en dollars américains. Donc le pays est quand même très proche de son voisin américain. C'est le premier partenaire commercial. Donc les Canadiens ne veulent pas fâcher les Américains. Donc ils vont être vraiment, ils vont pas s'engager trop publiquement sur ces sujets-là. Ils vont essayer d'être un peu plus lâches dans l'usage des termes. Euh, par rapport à ça. Et en même temps, ils veulent être aussi proches de leurs partenaires européens. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils vont essayer de voir ce qui se passe avec SASB, de voir ce qui va se passer au niveau des indicateurs. Donc, en fait, l'approche typique du Canada, c'est d'attendre, de voir un peu ce qui se passe, d'abord de voir comment l'Europe bouge, de voir comment les États-Unis bougent et de dire, bon, OK, comment moi je vais trouver un chemin qui va à la fois satisfaire, enfin pas trop fâcher mon voisin américain et qui en même temps va pas me fermer des portes avec nos partenaires européens. Sachant que le Québec est quand même différent. Le Québec, lui, a sa propre approche au niveau finance durable, son propre lobby, a beaucoup plus de liens avec l'Europe que le Canada anglophone, qui, lui, est quand même beaucoup plus proche des États-Unis. Donc, il y a cette différence-là. Euh, Honnêtement, je pense que SASB, IFRS, je pense qu'ils vont au niveau on va dire des critères, d'indicateurs. Il semble que ça va plus aller du côté américain que du côté européen. Je pense qu'on va plutôt aller sur single materiality, like matérialité simple pour l'investisseur, avec une option pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, c'est plutôt un peu nivelé par le bas. Le deuxième enjeu hyper important qui explique ça, c'est que actuellement, notamment dans l'Ontario, qui est quand même une province, qui est la province la plus forte, on va dire, au Canada, c'est un gouvernement conservateur, pas très sensible au climat, qui s'oppose de pied ferme, comme l'Alberta, au gouvernement fédéral sur tout ce qui est réduction carbone et émissions carbone.
Et donc, il y a aussi cette bataille entre le fédéral et le provincial. Et des grosses provinces comme l'Ontario, voilà, même le Québec, pas toujours aligné avec le gouvernement fédéral. Donc, eux, ils se disent plus sensibles aux enjeux business, aux enjeux des investisseurs, aux enjeux corporate. Et donc, ils vont plutôt essayer de réduire des contraintes environnementales également. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu assez compliqué à gérer. Et la place de la finance durable, est toujours quand ils parlent, c'est toujours très, voilà, une façon de compromis, ne fâcher personne. Ouais, Laurent. Merci. Et du coup, en Europe, les investisseurs institutionnels sont quand même assez sur le devant de la scène sur ces sujets-là. Est-ce que il se trouve qu'au Canada, il y a des gros investisseurs institutionnels, gestionnaires de retraite, je pense à de fonds Ouais. de pension, OTPP, Ouais. CPPIB, Caisse des dépôts et placements du Québec. Mm. Quelle est leur attitude là-dessus, s'il vous plaît? Alors, caisse de déplacement, encore une fois, CTP est beaucoup plus en avance. Les Québécois seront beaucoup plus vocaux, vont avoir des critères environnementaux, sociaux, plus avancés. Les fonds de pension, moi, que je connais bien, par exemple, les fonds de pension ontariens, qui sont par exemple l'université, OPP, etc., ils s'engagent là-dessus, ils travaillent là-dessus, mais ils vont vraiment hésiter à s'engager publiquement. C'est vrai que je sais parce qu'ils recrutent mes étudiants, donc je sais très bien qu'il y a des équipes qui vont travailler sur ces sujets ESG, etc. Mais ils vont pas être, ils vont hésiter. Voilà, ils vont être assez prudents au niveau public, mais je sais qu'ils travaillent là-dessus. Nous, enfin, on en a parlé récemment. On a mis en place, nous, on a un des plus vieux de fonds de pension, par exemple à l'université, on a 1,5 milliard. Et il y a eu un fonds durable qui vient d'Europe. Et c'était un des premiers. Il y a eu beaucoup de conversations là-dessus. C'était pas si évident. Voilà, ouais, c'est pas aussi accepté en fait. Donc l'approche va être beaucoup plus business, ça va être beaucoup plus. Alors comment on va faire en sorte, bah, comme disait le gouvernement là, quand je disais l'approche là, ça va être comment on va en faire une opportunité pour une économie bas carbone, comment on va en faire pour être résilient. Mais ça va être, voilà, ça va être mis de manière beaucoup plus d'opportunités économiques en fait. Mais encore une fois, le Québec est différent. C'est des pays plus avancés. Eux, ils vont être beaucoup plus vocaux. Ils vont avoir des critères qu'ils vont partager publiquement. Parce que j'ai passé un an à Montréal l'année dernière. Voilà, c'est pas la même, c'est pas du tout la même sphère. Pas d'autres questions pour le moment. Ok. Donc, en tout cas, c'est mon interprétation, hein. Je dis pas que c'est, je sais pas, c'est dans le marbre, hein. Je vais vous parler de deux projets qu'on avait au niveau du lab pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, notamment dans ce contexte-là. À partir du moment où ce sont ça les enjeux au niveau canadien, moi j'ai décidé dans le laboratoire de vraiment me concentrer ce que j'estimais être les enjeux pour le pays voilà, à moyen terme, à long terme, qui sont la notion de biodiversité et la notion de réconciliation économique. En fait, il y a plein de rapports qu'on a publiés, donc voilà, je vous donne un petit aperçu, mais n'hésitez pas à aller voir les rapports en ligne, il y a plein de trucs. Donc, un des enjeux importants au niveau biodiversité, c'est qu'on sait que, bon, ça date de 2020, mais je pense que ça reste encore assez vrai. On sait que 1% de la finance qui est pour la crise climatique et pour la protection d'écosystèmes. Et on sait que ce qu'on appelle solution pour la nature, on sait que c'est une des plus efficaces et moins chères au niveau des approches climatiques. Donc, la question, c'est de savoir comment on peut créer des marchés pour ce qu'on appelle ici, enfin, on appelle nature-based solution. Et le but, c'est vraiment, quand je dis, c'est protéger, restaurer des écosystèmes, voilà, faire en sorte au lieu de réduire
ce qu'on appelle notre impact négatif. Le but, c'est de soutenir notre impact positif, donc de la création de biodiversité, de net zero. Et donc, c'était un peu l'enjeu qu'on a essayé de voir au niveau du laboratoire. Comme j'expliquais aussi, c'est un enjeu important au niveau de finances durables, au niveau canadien, parce qu'ils sont très conscients que ça va être quelque chose qu'ils vont devoir faire assez rapidement pour leur transition, et puis aussi parce que ça peut être une valorisation économique du pays. Et au niveau agricole, je vais en parler une seconde. Donc là, c'est un petit peu des chiffres, mais bon, je pense que vous êtes familier avec ces chiffres-là. Voilà, en gros, on a énormément de besoins d'argent. On estime 15 à 20 milliards d'Américains rien que pour le Canada. Donc, on a un gros manque d'investissement privé parce qu'en fait, c'est difficile de faire de l'argent avec ces solutions par la nature. Donc, nous, on a fait un pilote qui s'appelle donc on a une obligation à impact de conservation. Et je vais juste vous expliquer un petit peu, là, c'est des petites photos. Là, vous voyez à gauche, Southwest Ontario, c'est là dont je vous parle en ce moment. Donc, c'est là où se situe notre lab et c'est un peu notre zone de travail. Et donc, là, vous voyez des photos. En fait, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que cette petite région là, de sud-ouest de l'Ontario que vous voyez, c'est la région la plus biodiverse du Canada. Donc, en fait, les gens s'imaginent plus les forêts québécoises, les forêts de Colombie-Britannique. Mais en fait, en termes de biodiversité, c'est cette région-là. Et il y a une bonne raison qui fait que ce soit la plus biodiverse, c'est qu'en fait, c'est une région qui est entre les grands lacs. Et comme c'est un microclimat, c'est la région la plus chaude aussi au Canada. Ça fait un mois qu'il fait 25-30 degrés. Donc, c'est une zone continentale humide. Et en fait, c'est toute la zone de migration des oiseaux, notamment. Et donc, c'est une zone qui est vraiment importante, tampon, par rapport jusqu'au Mexique, jusqu'aux États-Unis. Donc, c'est une zone qui est vraiment, vraiment importante à protéger pour plein de raisons au niveau de biodiversité. Et donc, comme vous voyez, là, j'ai mis des photos. Donc, à la fois, vous avez des zones, là, c'est la plus grande réserve d'eau au monde, fraîche au monde. Donc, vous avez à la fois des dunes au niveau des lacs, à la fois des zones humides, des forêts, etc. Et puis, vous avez beaucoup d'agriculture, parce que c'est aussi la zone, une des terres les meilleures pour l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de biodiversité qui est enlevée. Donc, la première menace, c'est l'agriculture, mais aussi, et ça explique aussi un petit peu ce qui se passe en ce moment au Canada. C'est aussi Toronto. Donc, là, vous voyez là, la zone là. Il y a Toronto là qui est juste là, d'accord? Je suis à 2 heures et demie. Toronto, c'est la ville qui est la plus grande niveau de croissance de toute l'Amérique du Nord, d'accord? Donc en fait, GTS, qu'on appelle le Grand Toronto Area, c'est là où vous voyez une petite photo à droite, c'est là où il y a les plus gros, c'est encore beaucoup par les voitures. Et en fait, c'est ça qui attire le plus de population dans toute l'Amérique du Nord. Et donc, c'est une pression au niveau de l'occupation du territoire qui est très importante. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que si vous regardez les prix au niveau de l'immobilier, en fait, le Canada actuellement a une explosion de ses coûts immobiliers. Et donc, ça coûte très, très cher de se loger. Vous voyez, même par rapport à la ligne, par rapport à France, par rapport, voilà, donc ça, c'est les dates. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Ça a explosé ces dernières années, notamment ces 5 dernières années. Et donc, on a vraiment un enjeu, encore une fois, d'occupation du territoire. C'est quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, enfin, que je n'ai pas bien expliqué, je n'en ai pas parlé. Mais le Canada fait face à une immigration importante. Et à la fois, ça a toujours été son mode de développement, d'avoir des migrations. Mais là, ça pose pas mal de problèmes parce que les immigrés vont au même endroit, dans les mêmes régions. Et donc, ça pose une question du niveau du territoire. Voilà. Donc c'est là où on travaille. Donc, le but de l'obligation à impact qu'on a développé, en gros, c'est face à ces pressions qui sont très fortes, comment faire en sorte de protéger de la biodiversité, sachant que, évidemment, au niveau financier, les investisseurs n'ont aucun intérêt à protéger la biodiversité. Ils ont plus intérêt à construire des petites maisons ou à faire de l'agriculture. Donc, on était un peu partant. Enfin voilà, c'était un projet qui était fait pour perdre dès le début, si on regardait les frais économiques. Donc, on ne s'est pas laissé abattre.
on a dit, bon, bah, très bien, on va quand même essayer. Et donc, c'est aussi une région où il y a 11 nations, 11 communautés autochtones. Et donc, c'est un de mes anciens étudiants. En fait, c'est un exercice que je leur donne. Je leur dis, bon, bah, créer un produit financier qui peuvent sauver des trucs. Et en fait, on a créé cette obligation à impact. Il y a aussi, voilà, on a une story map qui explique un peu. Et qu'est-ce qui rend cette obligation vraiment différente? C'est que c'est la première obligation qui a été construite, conçue avec des communautés autochtones. Et également, donc c'est à la fois donc dans l'équipe, nous, Business School, mais on a également pas mal de scientifiques, des conservationnistes, des scientifiques du climat. Donc on a aussi des communautés autochtones, ce qu'on appelle des anciens qui ont du savoir traditionnel. Donc en fait, on s'est tous mis à la table. Et ça a pris plusieurs années et on s'est dit bah, comment on peut faire pour qu'il y ait plus d'argent pour bah, protéger la biodiversité dans la région, sachant qu'il n'y a aucun soutien fédéral ou provincial. Voilà, donc c'était vraiment from the community, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un investisseur. Donc, ça, c'est le premier pilote qui s'appelle Deshkan-Zibi. Donc, Deshkan-Zibi, c'est une communauté voilà, qui n'est pas très loin. Aujourd'hui, on a 3 pilotes et aujourd'hui, on est en train de regarder une obligation à plus grande échelle au niveau de la région qui serait lancée sur les marchés de SVX, qui est Social Venture X, qui est un peu voilà, à Toronto. Et donc, en fait, ce projet, c'est devenu un peu ce qu'ils appellent Blueprint pour le Canada, pour le gouvernement fédéral. Donc, en fait, ils regardent beaucoup ce projet pour savoir ce qu'on peut apprendre et comment on peut le répliquer. Donc, je pense que vous êtes assez familier avec les obligations à impact, mais en gros, vous allez avoir un investisseur qui va mettre l'argent en premier, et puis après, il va y avoir un facilitateur de projet qui s'appelle Carolinian Canada, qui est en fait une coalition d'organisations de conservation, qui est la plus ancienne et une des plus grandes d'Amérique du Nord. Et en fait, ils vont distribuer l'argent aux partenaires Habitat. Nous, on a travaillé beaucoup sur la mesure d'impact et sur la structure. Et il va y avoir des gens qui vont payer pour les outcomes. Donc là, on avait à la fois du gouvernement, donc ça reste quand même voilà, le finance hybride, 3M, voilà, plusieurs. Et ça va varier en fonction des pilotes. Ce qui est unique, c'est que, et en fait, en termes de lab, on a beaucoup travaillé, donc on a eu tous les entretiens. Voilà, c'est un projet qui a été vraiment suivi, qu'on a suivi au niveau du laboratoire. Donc là, c'est la communauté que vous voyez, donc d'Eshkan-Zibi à gauche. Donc là, on est dans la salle des chefs. Et donc, on est en train de travailler sur l'obligation. À droite, c'est aussi un compte-rendu. Donc voilà, on a travaillé avec la communauté. Il y a d'autres communautés à la table, il y a des investisseurs, etc. Et c'est un sujet, une obligation un peu différente parce que quand vous faites part de cette obligation, même en tant qu'investisseur, vous êtes invité à aller sur le terrain. Donc là, vous voyez une petite photo du terrain, donc là où il y a la restauration. Et le but, en fait, c'est de créer du lien entre les investisseurs, les gens qui vont payer pour l'impact et les partenaires, Habitat et les communautés autour de la biodiversité, autour du terrain. Donc, on a fait venir des gens de Toronto, voilà, des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'aller dans des forêts. Mais ça faisait partie aussi de l'initiative et du design. Euh, on a aussi organisé par rapport à ce projet-là, en fait, énormément l'argent est devenu une excuse en fait pour échanger. Donc, c'était pas simplement, bah, je vais te donner de l'argent et puis après tu vas planter. C'était, ok, toi tu es investisseur, toi tu as beaucoup d'argent et tu veux payer pour les impacts. Toi, tu es un conservationniste, toi, tu es une personne autochtone. Ben, on va tous se mettre ensemble, on va tous s'asseoir et on va apprendre les uns sur les autres, donc notamment sur tout ce qu'il y a un workshop, par exemple, sur decolonizing, sur la notion de ce qui s'est passé, sur la réconciliation, sur pourquoi des communautés autochtones, par exemple, elles vont avoir une approche spirituelle par rapport à ça. Donc, c'est devenu aussi, en fait, l'obligation est devenue une espèce de frontière, de zone frontière, où les gens commençaient à pouvoir échanger. Et en fait, ils étaient très contents d'échanger au sein de l'obligation et pas du tout d'échanger dans une approche, par exemple, gouvernementale, parce qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport au gouvernement ou aux communautés, etc. Donc, c'était un peu une zone neutre où les gens commençaient à discuter et à essayer de comprendre un peu plus ce qui se passait.
Et aussi, ce qui est assez différent, c'est que quand on a créé les mesures d'impact, donc là, vous voyez, c'est la troisième ligne en partant du bas, c'est 5 mesures d'impact qui sont sur des connexions. Donc, en fait, normalement, quand on fait des obligations en performance comme ça, on va avoir une mesure d'impact qui va être, par exemple, généralement, ça va être la première, là, par exemple, le nombre d'améliorations d'habitat, d'hectares, ça va être généralement ce qu'on va donner. Mais nous, en fait, on va voir qu'il y a 5, et ces 5 formes de connexion, donc il y a marqué Connecting Healthy Habitats, Connecting Knowledge, donc le savoir, les opportunités, le cœur et l'esprit et le corps. Et en fait, le but, c'était de créer des métriques qui rendent hommage et prennent en compte l'approche autochtone sur ce qui est une biodiversité. Et en fait, si on voit même la psychologie au niveau environnemental, on sait très bien que si vous mettez en place que des incitations économiques, à partir du moment où on retire les incitations économiques, les gens vont recontinuer à exploiter, etc. Tandis que si vous changez la relation à la nature et vous expliquez pourquoi il faut protéger peut-être, pas tout exploiter au niveau agricole, mais laisser un corridor d'habitat, etc. Les gens vont être plus enclins à protéger et à travailler là-dessus. Donc c'était un peu la base, c'était la notion de connectivité, de communication. Et l'obligation est devenue cette excuse-là pour travailler là-dessus. Des papiers qu'on a publiés, mais en gros, ça explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est que la façon dont l'argent, en fait, les profits ne viennent pas du fait qu'on va vendre, par exemple, je sais pas, des arbres, etc. C'est pas une notion extractive, mais ça va être ce qu'on appelle une action de régénération. Donc, le profit de l'obligation vient du fait qu'on va soutenir la vie dans toutes ses formes. Donc, ça veut dire que l'argent n'allait pas uniquement pour planter des arbres, mais par exemple, l'argent a été pour soutenir des pratiques culturelles ou pour apprendre aux enfants à nommer, par exemple, si on sait que si les enfants arrivent à nommer les plantes, ils vont être plus enclins à les protéger. Donc c'était vraiment le soutien de la vie de manière assez large. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça qu'on a fait. Donc, c'était un pilote un peu fou. On a pris toute la recherche, on s'est dit, OK, tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faudrait qu'on fasse pour avoir une transition climatique qui marche. Et en fait, on l'a mis dans un pilote en sachant pas si ça allait marcher ou pas marcher. Ça a super bien marché. En fait, ce qui se passe, ça j'en viendrai à pas. Ce qui se passe, c'est que donc nous, on est petits, on a un petit lab, etc. Et en fait, on a quand même reçu des prix, on a été quand même assez reconnus. On a été contactés un peu partout dans le monde sur notre modèle d'obligation. Et actuellement, en fait, on est en train de travailler sur la mise à l'échelle. Et donc, notamment, là, vous voyez le petit critère, là, nos obligations, donc vous voyez les métriques. Ça fait 1 an qu'on travaille avec EY, qui est un cabinet d'audit, pour voir si on peut développer des systèmes d'assurance, des systèmes d'auditabilité pour ces métriques-là. Comment on le fait si on a à large échelle et qu'on va avoir un investisseur institutionnel, comment on peut garantir quand même, parce que c'est des outcomes, comment on fait pour ces mesures-là. Donc ça, on travaille sur l'auditabilité. On travaille également sur la notion de gouvernance, parce qu'en fait, quand ça s'est fait, quand on a travaillé le premier pilote, c'était très communautaire. Comme vous voyez, ça s'est passé comme ça. Mais quand vous êtes à une échelle plus grande, il y a plus d'habitats, il y a plus de partenaires, il faut quand même structurer de manière un peu plus ancrée, tout en quand même gardant cet esprit, ça c'est vraiment important, qu'on appelle two-eye seeing. Donc, vous voyez à droite la forme du savoir, two-eye seeing, c'est une approche notamment canadienne, qui est vraiment l'idée d'avoir un œil occidental et un œil autochtone dans toutes les prises de décision. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, sur comment on a ça à une échelle large, sachant que quand on grandit, on va avoir les structures coloniales qui vont revenir un petit peu en place et qui vont un peu empêcher. Donc là, c'est un petit peu sur ça qu'on a. C'est un projet en fait qui travaille à la fois donc, sur la notion de régénération. Donc voilà, comment on arrive à avoir de l'argent, à avoir du profit sur de la régénération. Et ça, c'est vraiment fondamental si on veut se mettre sur les nature-based solutions. Il faut vraiment que la vie soit valorisée, la biodiversité soit valorisée pour ce qu'elle offre.
Et donc, en fait, une des sources de revenus qu'on regarde actuellement, c'est notamment tout ce ce qu'ils appellent ici Native Seed Industry, qui sont l'industrie des plantes autochtones, des plantes endémiques. Et donc, en fait, comment en fait, on crée ce type d'industrie-là, ce que ça veut dire, etc. C'est la notion aussi de capital relationnel, en fait, qui est vraiment clé sur ce projet. C'est qu'au lieu d'être dans la transaction, c'est vraiment dans la relation et la création de relations entre les communautés, entre les investisseurs, entre les outcome payers. Il y a le gouvernement qui est venu. Et en fait, à travers l'obligation, c'est aussi une conversation, une discussion sur les choix de l'usage de la terre. Donc, comme vous avez vu les questions, les photos au début avec les villes, voilà, tout ce qui est les pratiques agricoles, etc. Et en fait, un des enjeux auxquels on fait face, c'est que les approches, c'est vraiment une approche fragmentée. Donc, on va dire, les développeurs immobiliers vont faire les maisons, ceux qui vont s'occuper des autorités de la conservation vont s'occuper de l'eau. Voilà. Donc, les gens ne se parlaient pas. Et donc, en fait, l'obligation est devenue une espèce de zone de conversation entre différentes parties politiques, on va dire, différentes parties prenantes pour prendre des décisions dans un climat, on va dire, encore une fois, ce qu'on appelle l'esprit de réconciliation. Et c'est-à-dire que c'est un petit peu en respectant les traités qui auraient dû être respectés. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a le plus d'argent ou c'est pas le gouvernement fédéral qui va décider, ça va être une décision, on va dire, par consensus, à tel point que maintenant, les gens viennent nous voir voilà, pour qu'on facilite, alors que c'est pas tout à fait notre rôle. Mais ça, c'était un peu une surprise du projet qu'on n'anticipait pas vraiment. Voilà, ça a créé cette zone de gouvernance intéressante. Le troisième enjeu, c'est cette notion, ce qu'on appelle de capital réparative capital. Donc, c'est en Amérique du Nord, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'est la notion d'utiliser le capital pour réparer, en fait, les injustices climatiques, mais aussi les injustices qui ont été faites par rapport aux communautés autochtones. Et donc, c'est un mouvement émergent qu'on voit un petit peu aux États-Unis, qu'on voit au Canada un peu plus, mais en Nouvelle-Zélande également. C'est comment, en fait, on utilise le capital et les marchés de capitaux pour restaurer, en fait, une justice et réparer un peu dans ce processus de réconciliation. C'est quelque chose qui est assez prégnant ici. Et ça les intéresse beaucoup, le gouvernement, les investisseurs. Donc, en fait, on a eu pas mal de demandes d'investisseurs non, pas pour le retour sur investissement, parce que franchement, c'était 3-5%, c'était pas énorme, mais notamment pour essayer d'avoir cette conversation avec la communauté, également parce qu'ils ont quand même en tête, on n'est pas complètement idiots, ils ont quand même en tête toute la notion de minéraux critiques, etc. Donc, ils essaient de trouver un lien, une façon d'engager avec ces communautés pour se développer. Et après, le deuxième enjeu aussi qu'on a, c'est la notion de valuation. Donc, comme vous pouvez voir, on a joué avec des métriques qui ne sont pas des métriques habituelles. Et donc, un des enjeux du pilote, même de notre projet, c'était de savoir si ça pouvait passer, notamment avec des audits, des auditeurs, des gens comme EY, des investisseurs institutionnels. Est-ce qu'on pouvait les faire passer dans les lois, etc. Donc, dans des projets vraiment structurés. Donc, ça aussi, c'était un peu une démarche parce que les gens se plaignent souvent des métriques. Donc, on voulait travailler sur d'autres métriques et voir comment ça se passait. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. C'est le projet qu'on a. S'il y a des questions, des feedbacks, voilà. Ouais, Laurent. Je vois pas le chat. Donc, Mine, si tu peux me dire. Ouais, Laurent? Non, c'était une fausse manœuvre, je voulais applaudir moi Ok, aussi. ok. Pardon, Grégoire? donc bravo. Oui, merci beaucoup, hein, c'est absolument passionnant. Je voudrais savoir quels sont les principaux défis que tu vois pour une mise à l'échelle, en fait, pour ce type de projet. Euh, Parce que là, Ouais. effectivement, c'est un succès. Et si on veut le globaliser, qu'est-ce qui peut fonctionner? Qu'est-ce qui serait obstacle à ça? Ah ouais, alors ça, c'est vraiment sur quoi on se concentre hein, actuellement. J'ai quand même j'ai quasiment 2 personnes à plein temps dans le lab sur cette mise à l'échelle. Alors, plusieurs choses. En fait, sur l'audit, on a travaillé avec EY. Là, on va sûrement publier quelque chose dans les mois qui arrivent avec EY. Rien que la notion de métrique, en fait. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de conversations sur est-ce qu'on peut utiliser des métriques alternatives, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut les assurer, etc.
En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que savoir la plupart des obligations impactent même les obligations vertes. Le niveau d'assurance est assez faible, en fait. Donc, en fait, nous, on était en train de se dire, bon, il faut vraiment, comment on va faire? Par exemple, là, il y a un métrique qui s'appelle Quantity and Quality of Ecocentric Sightings. Donc ça, c'est un métrique notamment qui repose sur les anciens dans les communautés qui vont avoir leur savoir, ils vont observer la nature, ils vont être capables de dire en fait s'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, on sait très bien, il y a eu pas mal de recherches qui ont été publiées là-dessus, même dans la zone arctique, etc. On sait très bien que les gens qui sont sur le terrain, ils ont accès à des données, ils savent avant que ça arrive de manière agrégée, voilà, au niveau scientifique, etc. Donc, avant le réchauffement climatique, il y avait plein de gens sur le terrain, sur les communautés qui avaient aperçu des choses. Donc, c'est aussi l'approche, on va dire, scientifique, raisonnée, qui est de dire, bah, il faut qu'on crée un système où ces gens-là sont capables d'être écoutés et que ça fasse partie du processus de décision. C'est ça aussi derrière. Donc ça, on est en train de se dire, oh là là, comment on va faire? En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que le niveau d'assurance au niveau canadien, je ne sais pas comment c'est au niveau européen, mais euh, en fait, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, on se disait, oh là là, il faut un niveau d'assurance, il faut une auditabilité. Et là, en fait, on n'y arrivait pas parce qu'en fait, on a regardé. Et pour avoir un audit, il faut qu'on ait des frameworks qui soient en place. Donc, on a regardé tous les frameworks, et à part peut-être les principes d'Équateur, et on avait peut-être un autre framework qui a un sous-critère sur l'approche autochtone. Enfin, honnêtement, tous les cadres existants, parce que l'auditeur, il doit suivre un cadre, ne correspondaient pas à ce qu'on avait. Donc, on n'arrivait pas à avoir un niveau d'assurance autre que pour le critère de gauche, qui c'est le nombre d'habitants d'hectares. Donc, à la fois, ça, c'était une contrainte. On s'est dit, ben, on ne peut pas se mettre à grande échelle à cause de ça. Mais en même temps, quand on a regardé encore une fois les obligations impact, les obligations vertes, ou même quand on a travaillé avec une banque, on s'est aperçu qu'en fait, que ça dépendait de l'investisseur. Et donc, il y avait des investisseurs euh, qui ne demandaient pas un niveau d'assurance, qui pouvaient avoir une auditabilité par un tiers, qui ça peut être un tiers, une autre organisation, qui va faire des surveys, qui va faire des entretiens avec les communautés. Mais donc, la première chose qu'on a appris à travers ça, et actuellement, en fait, on est en train de faire des focus group avec des investisseurs potentiels, institutionnels, des fondations, parce qu'à chaque fois, il faut avoir les investisseurs, et puis, quand tu regardes le truc, là, tu as les investisseurs à gauche, et puis tu as les payeurs, ceux qui vont payer pour les outcomes. On fait des focus group, etc. Ce dont on réalise, c'est qu'en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Donc, se mettre à l'échelle, en fait, il faut se mettre à l'échelle avec un type d'investisseur qui va être particulier, qui va vouloir investir dans ces projets-là. Et investir dans ces projets-là, OK, ce sera peut-être plutôt un investissement patient capital. Voilà, il va avoir 3-5%, mais il ne va pas forcément attendre une exigence voilà, très forte au niveau de l'assurance, du maître, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on est en train d'apprendre quand on se met à mesure d'échelle. Et du coup, on est en train de sélectionner vraiment des investisseurs assez particuliers, des fondations assez particulières qui sont capables de rentrer dans ce projet avec une approche différente, qui ne soit pas transactionnelle, mais qui soit une approche plus de relation et de construction de relations. C'est la première chose. La deuxième chose, donc, est-ce que c'est mis à l'échelle partout? Non, pas partout. Ça va être un sous-segment. La deuxième chose sur les métriques, l'auditabilité, encore une fois, je pense que c'est pas on pensait que ça serait un très gros problème, mais on pense que si on sélectionne les investisseurs et qu'on fait un niveau d'assurance sur un métrique, qui est le métrique de gauche, et que les 4 autres métriques, on prend un tiers, on pense que ça peut passer. Voilà. Le plus gros enjeu, honnêtement, c'est celui-là. Le plus gros enjeu problématique, c'est celui-là. En fait, ça prend énormément de temps pour avoir les communautés à la table. On appelle ça qu'on va à la vitesse de la confiance, speed of trust. Et en fait, il faut savoir dans la région, donc là, c'est un pilote on met à l'échelle de toute la région. C'est quand même une grosse région, hein, donc voilà. Mais en fait, il y a quand même 11 communautés. Et comme on a parlé au départ, elles n'ont pas forcément la même approche. Voilà, c'est pas parce qu'on t'es autochtone que t'es pareil. Et donc, il y a énormément de temps passé au niveau de, bah, voilà, de cette création de liens, de gouvernance. Donc,
Jusqu'à 2 mois, on avait des calls tous les 2 semaines avec tous les partenaires. Donc, c'est quand même beaucoup de demandes. Voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de demandes pour les investisseurs, pour les partenaires qui sont à la table. Et ça, c'est un enjeu qu'on a vraiment, je pense que c'est l'enjeu le plus important et qui va être le plus difficile, c'est cette notion de gouvernance à une plus grande échelle. Et comment on va faire ça? Notamment parce qu'on appelle ça de pan-indigenous, c'est quand il y a plusieurs communautés avec et ils ont pas un organe représentatif. En fait, c'est pas comme tu peux parler à c'est la personne qui va représenter les 11 communautés. Non, chaque communauté est différente et chaque communauté va avoir sa propre approche. Donc, on travaille beaucoup avec la directrice autochtone du leadership, donc qui est à Caroline Canada. Mais ça, c'est quelque chose pour laquelle on n'a pas la réponse. Cette notion de twicing à large échelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et aussi, un des enjeux importants qu'on a, c'est à partir du moment où ça devient un peu un succès, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer un peu dans le projet, même le gouvernement fédéral est assez intéressé, etc. Et tout le monde n'est pas au même niveau en termes de processus de paix, de réconciliation et de reconnaissance autochtone. Donc, quand on faisait le deuxième pilote, par exemple, on a fait face à, on va dire, des microagressions, on va dire du racisme systémique, on va dire. Et donc, on s'est aperçu en fait qu'il fallait former en amont, notamment les investisseurs de Toronto qu'on venait. Voilà, ils n'étaient pas prêts, quoi. Ils n'étaient pas prêts à rentrer dans ce genre de conversation, que ce soit en ligne ou pas, parce qu'on ne voulait pas non plus perdre nos communautés autochtones. On ne voulait pas que les gens se sentent voilà, pas en sécurité, quoi. Donc, ça aussi, on s'aperçoit qu'il faut former. Donc, à la fois, c'est la sélection des gens avec qui tu travailles, et en même temps, il y a une formation à avoir pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout à fait la même façon de travailler. Euh, voilà, c'est un peu les principaux enjeux qu'on a en ce moment. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, Grégoire. Et aussi l'utilisation par greenwashing, en fait. On s'est retrouvé à pas mal refuser des gens parce que il y avait cette inquiétude d'utilisation pour du greenwashing, en fait. Notamment, par exemple, des exploitateurs. On a eu des entreprises pétrolières d'Alberta qui venaient parce qu'ils ont des pipelines ici. Bon, c'était pas encore clair, quoi. Donc, qui peut participer? Donc, la sélection également. Ouais. Je sais pas si ça Ok, répond, Grégoire. oui, oui, merci. Merci, merci. Ouais. Et puis, on a une question de Delphine Bartre d'Iceberg Data Lab qui demande qui sont les acheteurs de ce bon, de cette obligation. Ouais. Alors, en fait, pour l'instant, en fait, on a pu lancer ce projet parce qu'il y a une espèce de petite zone de flou au niveau légal, au niveau canadien, qui est en fait que si tu es une non-for-profit, tu peux émettre un produit financier sans l'accord de l'autorité financière. En fait, ça, c'est un produit qu'on n'aurait jamais pu lancer si on aurait dû avoir l'accord d'Ontario, enfin des autorités financières, ça c'est sûr. Donc en fait, on a pris cette petite zone grise et donc on a pu lancer ce produit-là. Il faut savoir que comme c'était quand même un petit pilote et voilà, on n'était pas non plus hyper équipé, pour les 2 premiers pilotes, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment des accords bilatéraux. Et ça, c'était un enjeu aussi. C'est qu'en fait, Caroline Canada, que vous voyez là voilà, qui est le facilitateur, mais qui reçoit l'argent, en fait, elle avait des contrats avec chaque personne, donc avec l'investisseur, les partenaires, etc. Donc, ceux qui ont acheté ce bond, c'est Verge Capital, qui est un investisseur par impact qu'on connaît qui est dans la région. Et en fait, ils ont signé un contrat avec Carolinienne. Mais il faut savoir au départ, c'était tellement risqué qu'ils ont tout mis en loss. Enfin, tu vois, qu'ils ont mis sur le balance, sur ils ont mis, bon, bah, c'est à perte, quoi. Donc, ils étaient prêts à tout perdre, quoi. Ils ont dit, bon, c'est un pilote, on revient. Bon, finalement, ils ont eu leur retour sur investissement. Donc, en fait, c'était des investisseurs, plutôt des investisseurs à impact. Après, quand on a eu un deuxième pilote, quand le premier pilote, c'est celui-là qui a été mis, quand il y a eu le deuxième pilote, on a eu des gens qui étaient plus intéressés, comme des gens qui ont beaucoup d'argent, des individus qui ont beaucoup d'argent, ce qu'ils appellent high net worth individuals, et d'autres gestionnaires d'actifs également. Donc, c'était assez varié, mais ça restait, pilote numéro 2, ça reste quand même des accords, on va dire, voilà, bilatéraux. Et ça reste dans l'exception. En fait, il faut être accrédité puisque c'est un produit financier risqué. Il faut être accrédité, donc il faut à un certain niveau, il faut pouvoir prendre la décision. Mais ça reste quand même très artisanal.
Là, quand on travaille sur la réplication, sur la mise à l'échelle, en fait, sur la mise à l'échelle, là, il y a quelqu'un qui n'apparaît pas vraiment sur ce pilote-là et qui est vraiment important dans la mise à l'échelle, qui s'appelle SVX. Et SVX, c'est le Social Venture Exchange à Toronto qui prend un lead vraiment important en ce moment sur la réplication et la mise à l'échelle et qui est vraiment en train de lancer. Et donc là, on va probablement avoir vraiment une structure dédiée que pour l'obligation. Et le but, ce serait d'avoir justement un produit qui pourrait être acheté par beaucoup, pas simplement par ces contrats bilatéraux ou deux investisseurs. Voilà, il y a une plateforme où on pourrait acheter, mais ça serait uniquement des investisseurs accrédités. Mais c'est justement un des enjeux, c'est dans quelle façon on peut créer ce produit pour qu'il soit accessible en fait, de manière plus large. Voilà. Et on n'a pas d'autres questions pour le moment. OK. Donc je vais parler d'un autre projet, j'espère avoir plus de questions. Donc l'autre projet qu'on a eu, c'est sur justement l'agriculture régénératrice. Donc quand on a travaillé sur ce projet d'obligation à impact, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que quand je faisais les entretiens, les fermiers et les agriculteurs, ils ne voulaient pas du tout participer à ce projet. Et j'étais là, c'est quand même dommage, parce que l'agriculture, c'est quand même ça serait quand même bien de transformer. Là, on peut mettre des écosystèmes, etc. C'est dommage. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les agriculteurs ne sont pas du tout friands de ce produit-là? Pourquoi ils ne veulent pas de la biodiversité? C'était quand même très tendu. Donc, en fait, on a regardé ça. Donc, on a publié un rapport qui est disponible en ligne aussi. Voilà, vous pouvez aller sur le site, vous verrez le rapport, où on a fait une grande étude sur pourquoi l'agriculture régénératrice au Canada. En fait, sur le papier, c'est super. Et pourquoi, en fait, il y a un problème au niveau du modèle d'affaires? Pourquoi c'est pas mis à l'échelle, en fait? Donc, notre approche d'agriculture régénératrice, c'est une approche qui, on va dire, c'est plutôt un changement de paradigme pour l'agriculture. Et donc, là, c'est par exemple 5 pratiques que vous voyez qui sont ne pas déranger le sol, la surface, etc., les racines, etc., la diversité. Donc, on a publié un rapport et puis vous pourrez avoir le rapport là-dessus, voilà, qui explique en fait ce qui se passe. Bon, c'est assez simple. En fait, bon, les incitations, elles sont pas du tout, voilà, pour l'agriculture régénératrice. C'est quand même l'agriculture au Canada, c'est un très très grosse industrie, c'est un très gros acteur, c'est un très gros exportateur. On a bien vu quand il y a eu la guerre en Ukraine que voilà, le blé canadien arrivait. Et donc, voilà, ça a été l'agriculture au Canada, c'est une agriculture très industrielle, large, à échelle très large. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que les incitations, même au niveau gouvernemental, c'est des incitations qui sont beaucoup plus pour créer, par exemple, ouais, voilà, avoir des, des pipes. Par exemple, si vous achetez une terre et puis après vous allez l'assécher avec des machines, une machinerie, enfin, avec des tuyaux, la valeur de la terre va immédiatement augmenter. Donc, en fait, il y a pas mal d'investisseurs agricoles qui font ça, qui vont acheter de la terre agricole, qui vont mettre des tuyaux et par un jeu comptable en fait de valorisation du terrain, la valeur sur leur book va augmenter de la terre. En fait, ce qu'on sait très bien, c'est que quand on met des tuyaux comme ça, en fait, tous les nutriments de la terre vont en fait dans l'eau. Et donc, en fait, vous appauvrissez la terre. Vous savez très bien qu'à terme, les retours agricoles vont diminuer. Donc, c'est vraiment un enjeu important parce qu'à la fois, le secteur agricole est conscient de ça et à la fois, en fait, les incitations économiques ne sont pas du tout pour favoriser l'agriculture régénératrice. Il faut savoir, on estime par exemple qu'en Ontario, 50% des propriétaires terriens ne sont pas ceux qui font ne sont pas les agriculteurs qui vont exploiter la terre, ça peut être des investisseurs, etc. Donc, c'est un peu cet enjeu-là. Et ça reste aussi un secteur qui est un secteur assez conservateur, un peu avec en fait, du racisme assez systémique également. Et on revient un peu sur la notion de communauté autochtone. Il faut savoir que il y avait des communautés au Canada qui s'appellent les Adonationistes, c'était très très bons agriculteurs,
Et en fait, ils étaient tellement bons que le Canada, au XXe siècle, même jusqu'aux années 60, etc., leur ont interdit de vendre leurs produits sur le marché parce qu'ils estimaient que c'était une concurrence déloyale pour les agriculteurs, enfin les settlers, ce qu'on appelle les settlers, les colons. Et donc, en fait, il y a eu une approche systémique du gouvernement canadien de protéger les colons par rapport aux communautés autochtones. Et le savoir-faire autochtone est un savoir-faire qui est beaucoup plus proche de la régénération. Et donc, il y a aussi une approche systémique pour valoriser en fait l'approche scientifique, industrielle, d'exploitation à large échelle des colons par rapport à la régénération. Donc, quand vous parlez aux agriculteurs aujourd'hui, si vous leur dites, ah bah, est-ce qu'on va faire, on va avoir plusieurs diversités, on va reprendre, on va avoir des approches agricoles différentes. Par exemple, une des approches qui est assez connue au niveau adonné-chimique, qui est l'approche des 3 sœurs, où ils combinent 3 types de plantes. Beaucoup d'agriculteurs vont dire, bah non, c'est un peu un retour en arrière, quoi. C'est pas très scientifique. Eux, ils ont des gros tracteurs et ils sont tous suivis, etc. Donc voilà. Donc, ce qu'on a proposé, en fait, il y a 5 recommandations qu'on fait dans le rapport. Donc, c'est la notion vraiment de notion de paradigme, qu'il faut vraiment changer l'approche par rapport à l'agriculture de manière plus large, façon dont on voit en fait le rôle d'agriculteur. La notion aussi de valoriser la valeur de la biodiversité, ce qui n'est pas actuellement le cas. Encore une fois, même dans la taxation, le système de taxation canadien fédéral. L'infrastructure financière inclusive, donc qui à la fois approche des approches économiques et non économiques. Il faut savoir que Farm Credit Canada, qui est la plus grande banque canadienne au niveau de l'agriculture, FCC, vient de déclarer, là, il y a quelques mois, que l'agriculture durable, c'était sa nouvelle stratégie. Donc, il y a quand même un gros mouvement en ce moment de balancier sur ça. Mais bon, on en reste encore un peu au début. La notion de transition juste, il y a beaucoup de notions de ce qu'on appelle d'accès à l'alimentation, à une alimentation qui soit nutritive. Il y a quand même un problème d'obésité en Amérique du Nord. Donc cette notion aussi de la transition, il faut qu'elle soit équitable, il faut qu'elle soit inclusive, y compris pour les communautés marginalisées, que ce soit du bon accès à l'alimentation, mais également par rapport à la biodiversité. Et la notion de système, d'approche par système. Donc ça, c'était un peu nos 5 grosses recommandations. Et donc, on s'est dit, quand on travaille sur le rapport, on s'est dit, bon, bah, allez, c'est super. Alors, c'est fait comme pour l'obligation impact. On s'est dit, ouais, on va tenter quelque chose. On a un Living Lab. On va essayer de mettre en place ces recommandations pour développer un produit financier. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec Tima Bensal, qui est une collègue ici, et Michelena, qui est une de mes doctorantes. Bon, elles ne sont pas du tout francophones, donc elles ne sont pas sur le call. Voilà, c'est un projet qu'on a eu. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec le labo. Enfin, je me suis associée. Donc, Tima, elle dirige le laboratoire d'innovation par système. Et donc, moi, je dirige le laboratoire de finances durables. Donc, on s'est mis toutes les deux. On s'est dit, OK, toi, tu sais faire des innovations par système. Moi, je connais un peu la finance. Mettons-nous ensemble et voyons ce qu'on peut faire pour essayer de créer un produit financier qui va régler ce problème quoi, de biodiversité et avoir une approche systémique. Donc, en fait, en 2022, on a eu un partenaire qui a un grand marché boursier nord-américain et une grosse banque. Et on s'est mis ensemble et on s'est dit, bon, on va tenter quelque chose qui est une approche systémique pour créer un nouveau produit financier. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé pas mal de temps à définir le problème, à comprendre un peu quelle était la problématique approche par système. Donc, quand on a une approche par système, en fait, on ne regarde pas juste la solution, on essaie d'avoir une big picture de ce qui se passe. Et on s'est assez rapidement mis sur l'agriculture régénératrice. Donc, on s'est rapidement dit avec le marché boursier et la banque. Et l'idée du marché boursier, en fait, c'était, par rapport à la question d'avant, c'était aussi de le rendre accessible aux clients retail. Donc, on s'est dit, bon, OK, comment on va faire pour l'agriculture? Ça paraît être la meilleure façon d'aller pour la biodiversité, parce qu'on peut faire des financements, des bénéfices et sous des profits. Et donc, on a interviewé pas mal d'acteurs, on a créé des enjeux, on s'est mis ensemble, etc. On a mis building.
Et on a fait des sessions, ce qu'on appelle les dations. Donc, on a mis tout le monde à la table. On a mis l'agriculteur, les agriculteurs, on a mis ceux qui vendent les gros supermarchés, qui vendent la nourriture, etc. Et le but, en fait, c'était de se dire, bah, voilà, c'est tout le monde à la table et qu'on comprend qu'il y a un problème. Et en fait, le problème, il était assez simple. C'est que les bénéfices de l'agriculture génératrice, en fait, ça bénéficie tout le monde. C'est des co-bénéfices, mais qu'en fait, personne ne veut payer pour ça parce que personne ne peut s'approprier de manière personnelle, individuelle, l'argent. Donc, voilà, bon, ça, c'est un peu l'approche par système qu'on a mis entre les problèmes, action, idée, awareness. Et donc, on s'est posé la question, mais comment l'agriculture régénératrice crée de la valeur? Pour qui? Quelles sont les barrières pour capturer cette valeur? Et comment on peut faire en sorte de ne pas prendre ces barrières? Donc, on est arrivé assez loin dans le projet, dans le sens où on a quand même réussi à avoir donc, la banque, le marché boursier. On a eu un gros investisseur qui possède des gros terrains agricoles en Ontario, qui était prêt à mettre une terre à disposition pour utiliser avec une obligation. Et on pensait quelque chose qui avait plutôt de 100 millions de dollars, c'était un peu l'objectif. Donc 100 millions de dollars pour investir dans une transition pour une agriculture régénératrice. Et le but, en fait, c'était d'avoir une valorisation des co-bénéfices et potentiellement voilà, de la redistribuer dans la chaîne de valeur parce qu'on était capable de mesurer tous les bénéfices que ça pouvait avoir, notamment pour la production agricole, mais également pour la nutrition, etc. Donc, ça a été assez loin. Voilà, je ne vais pas être trop dans les détails, mais à un moment donné, ça allait sur la structuring desk de cette banque. Et ils ont dit, bon, c'est bon, on s'en occupe maintenant, vous ne pouvez plus aller voir parce que c'est notre petite tambouille, on s'est fait très bien. Et après, ils sont revenus et en fait, ils ont dit, en fait, on n'y va pas. On ice. On a été voir nos investisseurs potentiels, etc. Donc, ils ont passé beaucoup de temps quand même dessus, donc ils y croyaient pas mal. Et finalement, ça s'est arrêté. Et donc, en fait, donc on est en train de travailler sur ces données-là et en fait, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on aille aussi loin, qu'on mette tout le monde à la table et que finalement, personne n'a voulu y aller. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est que la notion de... Déjà, le marché s'est retourné. C'est-à-dire que quand on avait commencé ce projet-là, c'était en 2022. À l'époque, 3 à 5%, c'était à peu près raisonnable. Quand ils ont commencé à vouloir vendre le produit, les investisseurs ils ont dit, ah là, c'est un peu trop cher, enfin, c'est un peu trop risqué, pas assez de profit, il nous faudrait au moins 7-8%. Et le fait est qu'au niveau agricole, on ne peut pas aller à 7-8% si facilement parce que voilà, c'est pas, y a pas, on ne peut pas vendre, enfin, les terrains sont, on ne peut pas produire plus, quoi. C'est quand même une limitation. Donc, il y a ça qui était quand même problématique. Mais il y a eu aussi d'autres enjeux, en fait. Un des enjeux aussi également, et c'est le troisième point sur la réponse coordonnée, c'est qu'en fait, il y a eu un problème de fragmentation. C'était un projet, en fait, en mettant tous les gens du système. C'était une super bonne idée. Les gens en discutaient, les gens étaient hyper contents. On avait même la banque, on avait une 20-25 personnes dans plein de départements différents. Mais quand il s'agissait de structurer le produit, en fait, c'était tellement fragmenté, les gens ne connaissaient pas vraiment, l'expertise était tellement diluée qu'en fait, c'était compliqué pour eux de créer quelque chose qui voilà, fasse sens, rentre un peu dans leur produit habituel. Et également, c'était assez fragmenté, par exemple, tout ce qui était les co-bénéfices, en fait. Qui payait, qui allait récupérer, est-ce que voilà, le fermier était prêt à faire, est-ce que le consommateur était prêt à faire. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que à chaque fois, c'était les fermiers qui se retrouvaient à porter le risque. Voilà. Et donc, personne n'était capable de vouloir vraiment prendre ce risque-là, de prendre ça au niveau d'un certain durabilité, 7-8 ans, qui sont un peu les estimations, pour leur donner en fait cet aspect de transition. Il y a eu cette notion de mesure d'outcome aussi qui était un peu problématique, mais c'était moins problématique dans le sens où on avait quand même des options. Et donc voilà, c'était un petit peu ce qu'on a trouvé. Bon, là, voilà, il y avait beaucoup de choses. On avait listé beaucoup de choses qui pouvaient bénéficier. Euh, et voilà, c'est un peu le dernier truc aussi qu'on a vu, c'est qu'en fait,
quand il s'agissait d'être tout le monde à la table, tout le monde voyait les bénéfices de la valeur ajoutée de ce produit, de faire l'agriculture génératrice, donc même au niveau individuel, etc. Mais quand il s'agissait d'aller au niveau organisationnel, comme les systèmes d'incitation, encore une fois, comme je disais, n'étaient pas faits pour une organisation, bah, voilà, pour une banque, pour un TAC, c'était un proche par système. En fait, on n'a pas vraiment réussi à le faire mettre en place. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ce deuxième projet. Alors, on n'a pas abandonné. En fait, on est rapproché, voilà, il y a d'autres banques qui sont intéressées. On a quand même pas mal appris de cette expérience-là. Encore une fois, on va publier aussi ce qu'on a appris. Donc voilà, la prochaine étape en 2025, c'est d'essayer de recommencer, mais peut-être avec d'autres partenaires, un partenaire plus agricole, peut-être. C'était une banque un peu plus généraliste. Voilà, donc l'enjeu est encore là. Donc, je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions. Le timing est bon. Merci Diane-Laure, j'ai vu que tu avais accéléré à la fin. Ouais. J'ai Voilà. j'ai mis les ressources dans le chat pour tout le monde. Donc, et puis de toute façon, on enverra aussi après les différentes ressources et peut-être la présentation si tu veux bien la partager. Ouais. Ouais, j'essaie un peu de donner un peu deux exemples de projets, un peu ce qui se passe au Canada. Je ne sais pas si ça a été utile. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter par email et tout, je répondrai. On a ouvert les micros si vous souhaitez prendre la parole. Merci par votre week-end, j'ai trouvé ça très intéressant. Sur le deuxième projet, ça fait écho à un programme qu'on mène dans le cadre du mécénat, donc c'est pas de la finance en tant que telle, avec une association qui s'appelle Earthworm en Suisse, qui essaie de travailler un peu par filière, comme vous l'avez fait. Donc sur une approche filière et effectivement en remontant à l'agriculteur, parce que c'était ça l'enjeu, mais donc voilà, c'est un tout petit peu triste de se dire qu'on n'arrive pas encore, on n'a pas craqué le mécanisme financier pour voilà, justement sortir de ces budgets de mécénat ou de philanthropie et arriver à construire quelque chose. Et je serais très, très heureuse de pouvoir lire le papier quand il sera effectivement publié, pour qu'on puisse partager ça. Avec plaisir. Ouais. Merci. Et moi aussi, je serais intéressée de savoir ce qui se passe également. Donc, si tu veux partager, ça ferait avec plaisir. D'accord, très bien. Tu nous passeras l'adresse email, j'imagine. Ouais. Ouais, Merci. bien sûr. J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Une petite question aussi concernant en tout cas déjà super intéressant. Et j'avais une question sur finalement les indicateurs qui avaient été identifiés, notamment tout ce qui était outcome ou output, parce que en termes de mesures, c'est souvent des points qui est un peu compliqué dans ces mesures-là. Ouais. Alors, en fait, il y a, en termes d'outcome, en fait, la plupart des mesures qu'on prend de plus en plus, c'est quand même la notion de restauration d'habitat endémique. Donc, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a des écosystèmes qui ont été renouvelés. Ça, c'est une approche en agriculture régénératrice, notamment qu'une association comme ALUS, qui est assez connue au Canada, qui font des paiements pour services écosystémiques va prendre en compte. Donc, il va prendre en compte un peu ce qu'on a eu dans le première obligation impact, le premier critère qui est le nombre d'habitats protégés. Donc, ça va être une approche qui va être assez prise en compte. Après, ça n'applique pas que pour tous les agricultures régénératrices parce qu'en fait, il y en a qui ne vont pas forcément restaurer l'habitat, qui vont par exemple faire ce qu'on appelle des cover cropping, qui vont mettre voilà, des couvertures qui vont protéger le sol. Donc, en fait, ce qu'on avait vu au niveau des outcomes, c'était en fait, quand tu vois n'importe quelle pratique qui va améliorer en fait la qualité du sol, la qualité du terrain va être prise en compte. C'est-à-dire que si on va mettre en place des cover cropping, on va prendre cette notion, combien d'hectares de cover cropping été mis. Donc, c'est pas totalement un outcome, c'est plus des outputs. Sur le outcome, en fait, il y a aussi, on travaille pas mal avec des biologistes aussi dans l'équipe. Il faut savoir au jour d'aujourd'hui que l'amélioration du sol
on n'est pas capable de la mesurer. Enfin, c'est des temps d'horizon de 10 ans, quoi, 10-15 ans. Donc, c'est pas possible de vraiment avoir une amélioration très rapide au niveau de la qualité du sol. Ça prend pas mal de temps. Donc, on est beaucoup plus sur des notions d'output qui sont plutôt des pratiques régénératrices dont on sait qu'elles vont voilà, conduire à une amélioration de la qualité du sol. Après, ça n'a pas été dans nos entretiens, dans nos travaux, ce pushback, plutôt output versus outcome, ça n'a pas été un truc fondamental. On s'est aperçu qu'en fait, les gens, si tu leur donnes un output qui fait sens, avec une mesure qui fasse sens, ils sont à peu près OK. Ils n'attendent pas forcément la mesure de qualité du sol. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres réactions ou questions pour Diane-Laure? Si vous passez dans le coin, vous pouvez visiter. Des remerciements. Bon. Bon, je crois ça va être bon pour nous. Merci beaucoup, Diane-Laure, c'était très intéressant. Je pense que c'était bien de pouvoir explorer d'autres contrées un peu, et puis d'avoir le point de vue un peu plus local avec les expériences que vous menez sur place. Bah, avec Beaucoup de plaisir, moi, ça m'a fait remerciements. plaisir de partager. Et puis voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, on essaie de vraiment tout mettre en accès sur le lab. On est beaucoup en open access. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser, à me contacter si vous avez besoin. Je vois que j'ai une de mes research fellows, Mélanie Issat, qui est sur le call. Donc voilà, merci Mélanie, elle a pas mal aidé à préparer. Elle travaille sur son français en ce moment. Donc, donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Merci Diane-Laure. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.